Wilfried Adou, Virgile Aronce. Bonjour à tous, bienvenue. Wilfried Adou, momentanément absent, en tout cas pour ce dimanche. L'actualité a été triphasée cette semaine pour emprunter cet adjectif propre aux électriciens. 3 moments et 3 polémiques que nous revisiterons à la faveur de ce 149e numéro de notre programme avec 2 invités triés sur le volet et qui, de leurs avis éclairés, permettront à nos auditeurs de se forger une opinion. Serge Prince-Agbodian, bonjour. Bonjour, cher ami Virgile, bonjour aux amis auditeurs, merci de m'inviter à cette émission. Vous êtes juriste et activiste de la société civile, un homme qui s'est forgé une solide réputation à coup de recours adressés à la Cour. Nouroudine Saka-Saleh, bonjour, vous êtes également juriste, précédemment conseiller technique à la promotion du secteur privé du ministère du Développement. Vous avez récemment fait l'actualité lorsque le gouvernement avait mis fin à vos fonctions au sujet d'une histoire diversement appréciée de posts sur Facebook. Avec cette émission, vous retrouvez cette liberté de prise de position qu'on vous connaissait et qu'on appréciait bien. Bonjour, Nouroudine. Merci Virgile Aronce. Je vous avoue que j'étais un peu nostalgique de ces petits moments d'échange et de donner, de recevoir que nous avions. Comme vous le précisez, d'une certaine façon, je reviens un peu à ce que je savais faire, opiner de manière technique sur les sujets qui nous intéressent un peu tous. Et précision aussi qu'il n'y a jamais eu de post sur Facebook. Donc, il y a quelque chose sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai échangé avec des personnes triées sur le volet que je connais et qui étaient sensibles à la discussion technique. Maintenant, la responsabilité de ceux qui ont diffusé mon opinion sur les réseaux sociaux, je ne leur en veux pas dans le sens où ils ont jugé pertinent de le diffuser pour en débattre. Maintenant, les suites que cela a eu, je pense qu'il n'y a personne qui en soit mécontent. C'est toujours mieux d'être regretté quand on n'est plus à un endroit donné. En tout cas, nous, on apprécie bien ce retour. Nous qui faisons ces émissions de débat, on apprécie le retour de Nouroudine avec la parole, la liberté de parole donnée. Retrouvée. Merci en tout cas, chers messieurs, pour votre disponibilité. Merci d'être venus commenter et analyser, comme c'est de tradition dans cette émission, les actes posés, la parole entendue, loin des tensions, loin des pressions et des passions. 3 histoires, je disais tantôt, auront la faveur de vos commentaires au cours de cette émission. 1. Les déclarations du chef de l'État en visite à Parakou avec cette allégorie de la marmite dont le contenu mijote lentement sur le feu. 2. Les suites de la stupéfiante affaire de cocaïne pure avec des déclarations de Sébastien Ajavon à un journal français. L'initiative d'une médiation sous les auspices de Nice et Forsoglo. Et puis l'affaire Ségub avec un paquet d'acteurs interpellés dont beaucoup sont libérés sous caution et quelques-uns placés sous mandat de dépôt. Et sans transition, parlons de la tournée du président Talon dans le Septentrion. Le chef de l'État a fait une déclaration abordant plusieurs sujets qui ont tous fait polémique. D'abord, que retenez-vous de substantiel de l'intervention de Patrice Talon? Prince Agbodian. Je peux dire que d'abord, il y avait une demande qui se manifestait à travers la population. J'ai cru entendre que beaucoup estimaient que depuis sa prise de fonction, il n'est pas allé au nord. Donc, est-ce que c'est pertinent la réflexion? Mais en tout cas... La question vous est posée. Oui. Bon, si chaque département se mettait à réclamer la présence du président, vous imaginez qu'il n'aura pas le temps de faire le travail. Mais on considère que le Nord a été quand même essentiel dans le processus électoral, donc il fallait qu'il fasse un tour. Donc sur le principe, il est allé. Il a cru dire, pour ce que j'ai entendu, qu'il est allé en ami, parce qu'il n'avait pas de ministre, il n'avait, d'après ce qu'il a dit, j'ai entendu, donc il est allé en ami pour écouter des amis. Donc je pense que comme les Béninois, nous tous qui ne voyons pas régulièrement notre président opiner sur des questions, il a été une occasion pour nous de l'écouter sur beaucoup de sujets. Et ça nous a permis d'avoir une idée globale de ce qu'il pense de notre pays. Et pour l'instant, je peux dire que il nourrit un espoir de dire que de toutes les façons, à son départ, les Béninois comprendront que quelqu'un est passé par là. Et il dit, je cite, « À la fin de mon mandat, vous serez fiers de moi. »
Donc, il le répète. Il le répète. Vous me porterez en triomphe. Oui. Donc, bon, on peut croire qu'il a un rêve, un très grand rêve pour le pays, mais maintenant, il faut voir dans la pratique si nous tendons vers là. Donc, c'est un peu les discussions que nous allons mener au cours de ce débat, de cette émission. Noureddine Saka Saleh, vous, votre opinion sur cette descente du chef de l'État dans le septentrion? Alors, moi, je suis particulièrement très pointilleux sur les détails. Je m'amuse souvent à me mettre à la place de la population qui a été habituée à une surprésence de nos acteurs politiques par le passé. Je me mets aussi à la place de ces populations qui ont été beaucoup gavées de promesses politiques et même de promesses au niveau exécutif pendant des années. Donc, c'est dire en fait et justifier que les populations pourraient se retrouver d'une façon un peu subliminale, sevrées de ce dont elles étaient déjà habituées, de ce à quoi elles étaient habituées par le passé. Donc, dire que que la visite du chef de l'État était réclamée, peut-être. Possible. Mais ce qui m'a frappé, c'est que ça aurait été dans un passé récent. Parce que quand la sortie du chef de l'État est intervenue après l'annonce du budget prévisionnel de l'État, exercice d'année 2017. Donc on a entendu des montants qui sont faramineux et qui peuvent faire frémir certaines personnes. Sa sortie a été aussi ponctuée par le fait qu'il a demandé à la nation de se serrer la ceinture. Venant du chef d'un exécutif qui a lancé un chiffre de 2010 milliards dans l'opinion publique, ça peut paraître paradoxal. Mais moi, j'ai compris cela comme une invitation à une gestion parcimonieuse de nos ressources. Pourquoi je le dis ? Le message, je l'ai compris, non pas à destination de l'administration qui vit déjà le fait de serrer la ceinture. J'ai été, comme vous l'avez dit, de cette administration. Voilà, membre d'un cabinet ministériel. Je peux vous dire que de mon arrivée à mon départ, je n'ai bénéficié de rien en termes de commission interministérielle, d'émoluments et tout ça. Donc, je peux dire et témoigner que c'est déjà une réalité au sein de l'administration. Maintenant, naïvement, on peut se dire 2010 milliards, c'est que la fameuse valise de prospérité est enfin arrivée. Et que les populations pourraient s'attendre légitimement à ce qu'il y ait un déversement, un flot d'argent dans la nation et dans la vie quotidienne des populations. Donc moi j'ai compris ce message en fait comme une invitation à une gestion parcimonieuse. Ce n'est pas parce qu'on entend des montants faramineux qu'on va se mettre à rêver d'une capacité de dispersion de ces ressources-là. Donc c'est ce qui m'a particulièrement frappé et c'est un langage politique. C'est un langage politique, mais personnellement, je préfère ce langage de prudence et de responsabilité qu'à tout autre langage qui aurait mis dans la tête des populations, nous avons enfin de l'argent, nous pouvons en dépenser comme nous voulons et sans tenir compte de ce que nous avons comme impératif, comme préalable et comme aussi contentieux à gérer. Parce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de dossiers qui continuent de sortir de manière saupoudrée, mais qui auraient pu gréver nos finances publiques si, par exemple, un état des lieux succinct n'avait pas été fait de manière à nous permettre de voir clair dans tout ce qui aurait pu impacter la dépense publique. 2010 milliards d'engagement de l'État pour l'année à venir, ça appelle d'autres questions. Nous allons revenir, mais Prince Agonia, la marmite qui mijote sur le feu, la nécessité de se serrer les ceintures, qu'entendez-vous? Que comprenez-vous par là, vous? D'abord, il faut replacer cette position ou cette réflexion-là dans le contexte du président. Il a commencé d'abord à nous dire que les 7 mois ont été éprouvants. Il a commencé à dire que il fallait repenser, réorganiser le pays dans tous les sens. Il a continué à dire que, et ça c'est important, que lorsqu'on a faim, on est impatient. On n'a pas le temps d'attendre. Et ça, c'est une réalité au niveau de la population. C'est clair, net. J'ai été content de constater que le président sait que les Béninois ont une grande attente. Une grande attente. Et il a dit qu'il reconnaît que lorsqu'on a faim, on est impatient. Et les Béninois sont vraiment impatients. Maintenant, il termine par dire que patience d'attendre. Attendez que le repas soit digeste et qu'on aura le repas. Alors,
L'analyse que je fais, c'est dire oui. Vous savez, lorsque vous êtes à la maison, père de famille, et que vous demandez à la famille de vivre dans une certaine austérité, que ça soit difficile pour chacun, la première réaction des enfants, c'est de voir le comportement de papa. Si papa, lui, il se comporte de telle sorte que on ne sent pas l'austérité, eh bien, les enfants diront, après tout, papa, on ne va pas attendre. Donc, je voudrais bien croire qu'au niveau de l'État, au niveau des dirigeants, que tous soient patients. Que tous soient patients. Que voulez-vous dire exactement? Mais qu'on ne sente pas qu'un groupe soit en train d'attendre la sauce et qu'un autre groupe soit déjà en train de manger. C'est plus simple que ça. Est-ce que ça se traduit par ce que disait Nourdine Saka Saleh tantôt, à savoir ne pas percevoir les émoluments, par exemple? Bon, moi je n'ai pas fait l'administration, mais nous voudrions bien observer que tout le monde soit patient. Tout le monde soit patient parce que ce ne serait pas équitable, ce ne serait pas juste qu'on demande à tout le monde de serrer les ceintures et qu'à un niveau donné, qu'on ne sente pas que les ceintures sont aussi serrées à ce niveau-là. Donc c'est un peu là où la population va pas l'apprécier. Donc je voudrais bien inviter les dirigeants à comprendre, à agir dans le sens que nous sommes dans une situation où nous attendons tous la sauce et qu'elle soit prête pour tout le monde au même moment. Et que tout le monde serre la ceinture. Nourdine Saka Saleh. Oui, c'est un peu pour rebondir à ce que j'avais dit, sur ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est déjà une réalité au niveau de l'administration. En tout cas, pour les 3 petits mois que j'ai passés, je peux vous dire que j'ai rejoint mon poste à mes frais. Je me suis logé à mes frais, j'ai entretenu ma famille à mes frais, je me suis déplacé à mes frais, j'ai payé mon carburant à mes frais. Je n'ai jamais été défrayé par rapport au fait que j'ai été membre de plusieurs commissions interministérielles. Est-ce que c'est ça qui est normal, en principe? Non, ce sont des habitudes que nous avions dans l'administration. Ce sont des habitudes que nous avions, mais qui n'étaient pas forcément positives. Il y a des possibilités de motiver les collaborateurs, de les amener à travailler. Il est clair que si j'étais venu au sein de l'exécutif dans le but de m'enrichir, le ministre d'État ABT ne m'aurait pas fait l'affront de me dire de laisser mes activités dans le privé pour venir travailler pour l'administration. Il n'y a aucune commune mesure entre ce que je gagnais dans le privé à mon compte et ce que j'aurais pu avoir au sein de l'exécutif. Je veux aussi dire, peut-être qu'on aurait été sous un certain, dans une certaine période, que le déplacement du chef de l'État à Parakou aurait été fait par un autre moyen que par la route. Je pense qu'on a été tous témoins de la manière dont les moyens de l'État, le cortège a été plutôt sobre. J'ai vu quelques images qui ont échappé. Donc pour moi, en parlant du fait que les enfants observent le comportement du papa, aujourd'hui on peut quand même donner crédit au chef de l'État qu'il est allé à Parakou par la voie terrestre, donc plus personne ne pourra lui dire les routes sont bitumées entièrement, ou plus personne ne pourra lui faire de faux rapports sur ce qui se passe réellement quant à l'état de nos infrastructures. Il aurait pu aller en hélicoptère comme on en a eu l'habitude par le passé. Donc pour moi, ce langage de responsabilité m'apaise entre griffes et peut m'amener à être optimiste quant à une gestion vraiment saine de nos ressources publiques. Donc c'est dire en fait ce qui a été fait dans l'administration, et je pense qu'il y a des chiffres qui parlent, les économies dans le fonctionnement de l'administration, pour ce que je sais, pour la conférence de presse que j'avais préparée pour le ministre ABT après le collectif budgétaire, il y a eu autour de 150 milliards d'économies réalisées. Donc c'est quelque chose de factuel que tout le monde peut vérifier. Donc je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits, et c'est peut-être dans la poursuite de ces efforts-là que le chef de l'État demande aux populations, tout en implorant leur indulgence, de comprendre que la gestion d'une nation, l'utilisation de nos ressources publiques ne doit plus se faire de la manière la plus stupide et la plus irresponsable possible, qu'il faut donc se serrer la ceinture. J'espère qu'on ne va pas se serrer la ceinture jusqu'à arriver à se serrer le cou un jour, mais quand même il y a une certaine proximité du langage et de la réalité de l'exercice du pouvoir par le chef de l'État que je pense quand même qu'on peut mettre à son crédit. Oui, sur le principe, il faut dire que nous avons évolué. Nous avons évolué dans le comportement des acteurs. Et je crois que le président candidat, Patrice Talon, l'a déjà indiqué au cours de la campagne. Il a dit qu'on ne va pas voir ce qu'on voyait avant.
les panneaux dans la ville, disons les abus qu'on observait. Il y a ce constat qui est clair, qui est permanent et qui nous rassure. Mais ce que je voudrais dire reste constant. Je dis, le Béninois, il observe beaucoup. Surtout avec les réseaux sociaux qui disent de bonnes choses comme de mauvaises. Il a l'information tout de suite. Et à partir de ce moment, les dirigeants que nous avons aujourd'hui ne sont plus les dirigeants de 2006 ni de 2011. Les choses ont changé complètement. Vous faites quelque chose dans votre bureau tout de suite. Quelques secondes après, c'est le monde entier qui a l'information. Donc, ça oblige nos dirigeants à faire très attention pour que on ne se dise pas à la fin que pendant que certains serrent la ceinture, d'autres s'en servent. C'est pour ça que je dis de faire très attention parce que ils sont obligés de donner le bon exemple dans toutes les démarches, dans toutes les positions. On doit sentir que nous sommes en train de serrer les ceintures et que nous devons faire l'effort pour que la sauce soit mijote vite et que ça soit digeste. Moi, je voudrais bien ce que le président n'a pas dit. Il aurait dû nous dire, écoutez, la sauce serait prête dans quelques années ou dans quelques mois, quoi. Et là, ça facilite. Oui, ça facilite la manière de serrer les ceintures. De supporter la fin. On va quand même pas être serré tout le temps, comme l'a dit l'ami Noureddine. Donc, il serait intéressant qu'à la prochaine sortie du président, qu'il nous dise à peu près quand est-ce que la sauce serait prête, et puis ça nous permet de bien prendre l'apéritif pour bien digérer notre sauce qui serait, comme il a dit, digeste. Alors, ça réjouit d'avoir deux juristes de votre calibre sur ce plateau, et vous allez savoir pourquoi. Le chef de l'État a parlé également de consultation populaire. Il est revenu là-dessus, consultation populaire plutôt que le référendum au siège Prince Agbodian. Comment on s'en sort? Qu'est-ce qu'on doit y comprendre? À ce niveau, pour être franc, moi je n'ai pas encore percé réellement la procédure du président de la République dans le principe de la réforme en cours. Et je voudrais vraiment que le gouvernement se réunisse rapidement pour pouvoir nous indiquer la voie à suivre. Parce que moi, je me retrouve pas dans les informations que nous avons. Mais dans les textes, sûrement, vous retrouvez qu'est-ce qui devait être en principe? La prévision, elle est organisée par la Constitution du 11 décembre 1990. Et c'est clair et net la manière dont on doit réviser. C'est depuis l'article 154 jusqu'à l'article 156. La Constitution dit ceci. Premièrement, lorsque le projet ou la proposition de révision est envoyé à l'Assemblée nationale, pour être prise en considération, c'est-à-dire avant même qu'on ne décide de dire nous allons réviser, les députés doivent prendre le projet ou la proposition en considération en votant à la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale. Cette première procédure, c'est le premier niveau d'action. C'est cela qui ouvre le débat. Voilà, donc nous sommes d'accord pour la prise en considération. Et puis ensuite, vous avez le vote en tant que tel. Si vous votez et que la majorité est engagée, c'est-à-dire que si le projet passe à une majorité qualifiée en même temps au cours du vote, vous n'avez plus besoin de référendum. Vous allez directement, la révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des 4/5. Oui. Ça, c'est l'article 155. Donc, la révision est bien organisée. Alors, dans la procédure que nous avons eue en 1990, c'est que avant même que le Conseil de la République n'envoie, c'est-à-dire ne vote le projet, il y a eu ce qu'on appelait la consultation populaire. On avait même utilisé le terme de populariser le projet. Donc, on est passé dans tous les coins du Bénin pour expliquer le projet, les problèmes, et ça a suscité les débats. Vous n'oubliez pas le débat sur le régime présidentiel. Le régime présidentiel fait par l'aîné Olo et le feu professeur aussi. Donc ça a suscité un engouement au niveau du peuple.
Vous savez que c'est une des premières fois au Bénin, d'ailleurs presque dans le monde, où on va à un référendum avec 3 questions. La plupart du temps, c'est oui ou non. Le Bénin a innové en disant oui mais. Donc le débat a été fait à ce niveau-là et ce n'était pas un référendum, c'est une consultation. Ça a permis au peuple de donner ses grandes orientations et après le vote a été plus facile. Alors voilà la méthode. Cette fois-ci, nous avons eu la commission qui a travaillé. Depuis que la commission a travaillé, nous n'avons pas encore eu le projet du gouvernement, parce qu'après la commission a écouté le président de la République, il était question de valider ou d'analyser les propositions de la commission au niveau du Conseil des ministres, et puis ensuite en faire le document. Nous n'avons plus rien eu. Nous avons vu, je vais consulter le peuple à travers le référendum, et puis après maintenant, je vais consulter le peuple sans faire un référendum. Donc, personnellement, moi, je ne me retrouve pas. Je profite pour lancer un appel aux dirigeants de notre pays qui nous déclinent clairement le chronogramme pour qu'on puisse savoir réellement ce qu'on veut faire. Parce que, comme l'a dit le président au départ, nous devons avoir cette révision-là en décembre au plus tard. Mais à l'allure vont les choses, le test n'est même pas encore disponible, le test définitif n'est même pas encore disponible, en tout cas au niveau de la population. Je me demande si nous pouvons avoir le test. Donc, je ne me retrouve pas. Disons qu'il y a un peu de fouvoiement aujourd'hui dans tout ce qui est dit autour. Et plus nous traînons, plus la réforme aura des difficultés pour passer, parce que de plus en plus l'animation de la vie politique a commencé, les camps ont commencé à se créer, vous avez vu, vous observez, donc il sera encore plus difficile de faire passer une réforme dans ce sens, alors que pour moi, les points qui sont annoncés dans cette réforme me paraissent un peu très importants, et il serait intéressant que très rapidement le gouvernement aille. Je le dis parce que vous avez vu, c'est vrai que nous avons tous déploré un peu la manière dont les Ivoiriens l'ont fait, mais nous on a démarré notre processus avant eux, ils ont déjà fini, ils ont déjà promulgué le test. Noureddine Sakassale. Oui, il faut dire que dans le cas de 90, ce n'était pas une circonstance de révision d'un texte qui existait déjà. C'était la première fois que nous nous dotions d'un texte de ce niveau-là. Donc, je suis un peu perdu dans les termes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle consultation populaire ? Qu'est-ce qu'on appelle référendum ? Pour moi, c'est 2 choses qui veulent dire la même chose. Seulement que cette fois-ci, nous sommes dans le cadre d'une révision constitutionnelle qui répond et qui doit obéir à un certain formalisme. Prince Abodjan l'a dit tout à l'heure, il y a des préalables à respecter en termes d'adoption de la loi consacrant la modification de la Constitution. Il y a d'abord le premier palier de l'adoption aux 3/4 du principe même d'aller vers une révision de la Constitution au niveau du Parlement. Et ensuite, il y a une majorité qualifiée des 4/5 qui est impérative au cas où le référendum, qui reste toujours une option, ne souhaite pas être une finalité. C'est-à-dire, le président de la République ne peut pas décider de ne pas aller au référendum s'il n'a pas le quota qu'il faut dans l'adoption de ce texte constitutionnel. Si la majorité qui a adopté la Constitution, qui a voté pour la révision de la Constitution, est en deçà des 4/5, alors la Constitution fait obligation d'aller à un référendum postérieur. Si la majorité qui a adopté cette constitution est des 4/5, le référendum n'est plus obligatoire, mais on peut toujours recourir au référendum. Je me souviens que pendant la campagne, le chef de l'État avait dit, majorité qualifiée ou pas, qu'il allait vers un référendum. Alors, moi, je veux savoir aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la consultation populaire ? Est-ce que c'est aller au contact des populations, les informer, auquel cas, moi j'appellerais cela une politique de vulgarisation du texte constitutionnel, ou bien la consultation populaire, c'est demander l'avis des populations. Et comment se fera l'avis, comment se fera cette collecte si ce n'est pas par la voie référendaire. Donc pour moi, en fait, il y a une condition impérative de la Constitution qui doit être respectée au cas où nous allons à une révision en deçà des 4/5 qui n'est pas négociable, et il y a une possibilité maintenant d'aller vers le référendum au cas où la majorité des 4/5, ce que je trouve aujourd'hui un peu tiré par les cheveux vu la recomposition politique qui est en train d'avoir cours actuellement au niveau du Parlement avec les récents événements. Voilà.
Disons, vous deux, vous réclamez plus de lumière, disons, sur le sujet au gouvernement aujourd'hui, à vous comprendre. Oui. En tout cas, pour nous juristes, on doit décliner clairement le chronogramme. Le président a dit à Parakou que 2 ou 3 mois maximum, mon projet serait connu. Ok. Est-ce que c'est le projet adopté par le gouvernement qui sera connu ou c'est déjà le texte qui sera envoyé à l'Assemblée nationale? De toutes les façons, il faut bien qu'on nous décline clairement le chronogramme, parce que dans la révision de la Constitution, il y a un élément important, il y a l'élément de la vulgarisation, parce que c'est un texte du peuple, c'est la loi suprême, c'est la loi fondamentale. On ne peut pas un matin seulement se lever et dire on a la Constitution, on doit pouvoir l'expliquer, on doit pouvoir expliquer les options, justifier les options au peuple qui doit quand même avoir une idée claire, même si on ne va pas à un référendum, ce qui serait quand même un peu regrettable, parce que c'est vrai que la Constitution a dit que si les députés votaient à une majorité des 4/5, on n'a pas besoin d'avoir le référendum, mais il serait intéressant, comme c'est un document du peuple quand même, que le peuple se prononce là-dessus. Ça donne toute une, je dirais, toute la chance à l'application de ce test-là. Donc, je voudrais bien que dans quelques mois, quelques semaines, que le gouvernement se réunisse sur cette question-là et qu'on nous décline clairement le chronogramme pour que nous puissions les suivre et puis permettre de faire les débats sur les options qui seront prises et permettre à tout le monde de comprendre là où nous allons dans le cadre de la réforme. Je pense qu'il faut aller vite parce que les choses risquent de se compliquer, avoir un peu l'évolution de la vie politique béninoise telle qu'elle est partie, quoi. La question que moi je me pose, c'est est-ce que l'impératif d'une révision de la Constitution est toujours d'actualité? Ah oui? Non, à l'égard de ce qui nous avait été présenté déjà. Parce que pour moi, naïvement, j'avais attendu en fait la révision de la Constitution avant la fin de cette année 2016. Selon l'agenda de la campagne électorale. Mais manifestement, de facto, je considère que cette priorité-là a été un peu remise au calendrier grec. Pourquoi? Est-ce que c'est l'organisation d'un référendum avec les coûts financiers, avec les préalables quant à la possibilité pour les personnes d'aller voter? Parce qu'on a récemment parlé d'une actualisation de la LEPI, on a parlé de beaucoup de choses qui devraient pouvoir intervenir avant toute consultation en griffe électorale, parce que c'est quand même demander aux citoyens d'aller s'exprimer par la voie d'une certaine urne, même si ce n'est pas pour choisir un candidat ou un homme politique donné, homme ou femme, je voudrais dire. Donc pour moi, est-ce que la réalité du pouvoir n'a pas amené à différer tout au moins la priorité qui avait été faite et le calendrier qui avait été décliné à ce propos? C'est une question que je me pose et je me dis que c'est peut-être ce qui a justifié. Oui, moi je pense qu'aucune, à mon avis, aucune situation économique ne peut empêcher le président de faire cette réforme. D'ailleurs, c'est sur cette réforme qu'il a été élu. Dans son plan, dans son programme, dans son projet de société, le premier niveau de réflexion, c'est d'abord les réformes. C'était pas de mettre le pays en chantier, c'est d'abord les réformes. Et je le dis davantage parce que, vous voyez, vous avez prévu qu'on en parle aujourd'hui, l'affaire Ségub. Il faut la révision, il faut forcément la révision, je le dis avec conviction, parce que dans ce dossier-là, on risque d'avoir des ministres, on risque d'avoir des députés qui ne seront jamais inquiétés. Parce que eux, ils bénéficient de l'immunité, eux, ils ne font pas l'objet de consignation comme on l'observe maintenant, eux, ils seront de l'autre côté pendant que d'autres qui ont été des exécutants dans la procédure sont déjà pris et sont gardés à vue, etc. Avec le risque que tout le monde aille chercher l'immunité désormais. Non, moi je pense que il aurait même été souhaitable, et c'est là où j'étais vraiment en phase avec l'ami Nourdine lorsqu'il disait qu'il fallait le faire plus tôt. On aurait dû faire la révision avant de lancer les procédures de Ségub et autres, pour que les personnes impliquées qui bénéficient des immunités, qui bénéficient d'un certain nombre de choses, puissent passer devant les juridictions pour qu'on puisse comprendre comment ils ont géré les fonds publics. Donc pour moi, il y a des impératifs. Vous avez la Cour des comptes, vous avez vu comment la Chambre des comptes fonctionne. Il faut forcément la réforme. Il faut la réforme, et moi je pense que on ne peut pas justifier le fait qu'on n'a pas d'argent pour ne pas faire cette réforme-là. Pour
pour moi, ce serait vraiment l'un des échecs. Si le président ne faisait pas la réforme avant de partir, ce serait un des échecs de son plan de société, pour moi en tout cas, puisque c'est son programme qu'il nous a présenté pour la campagne. Alors, vous avez parlé de corruption. On reste toujours dans les déclarations du chef de l'État dans le Septentrion. Ces appréhensions sur la lutte contre la corruption et l'impunité qui a été très vite liée à l'affaire de cocaïne pure. De ce qu'a dit le président Noureddine Saka Saleh, doit-on comprendre qu'il se réjouit des ennuis de son allié? Non, je pense pas qu'on puisse dire au président certaines choses qui ne sont pas favorables à la cohésion sociale, d'abord, avant de parler de la cohésion politique. Mais quel aurait été le comportement d'un homme politique de son niveau si on avait senti, venant de sa part, des velléités de ralentissement d'une certaine procédure judiciaire? Les personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire que vous appelez cocaïne pure, même si moi je préfère un autre terme parce que c'est pas très joli pour notre nation. Quel terme préférez-vous? Oui, une affaire, je sais pas, autre chose que ce nom-là que je trouve un peu vilain. Donc, je pense que si on avait nous-mêmes, c'est-à-dire individuellement pris en notre âme et conscience, si on avait senti des velléités de digression ou de diversion qui auraient été suscitées par le pouvoir politique ou par M. Patrice Talon, on aurait été les premiers à lui jeter la pierre, en nous disant peut-être qu'il est en train de se couvrir de quelque chose plus tard qui aurait pu lui arriver lui-même. Ça c'est sur le plan du droit pur, on va dire, mais est-ce qu'il n'a pas manqué, comme beaucoup le disent, à un devoir de protection d'un allié politique? Devoir de protection d'un allié politique. Devoir de protection, c'est que vous supposez déjà que la personne peut être inquiétée. C'est que vous supposez implicitement que la personne dont vous parlez est coupable. Voilà. Alors que nous sommes plutôt dans le sens d'une présomption d'innocence. Et les faits, la suite de la procédure nous a prouvé que M. Sébastien Adjavon était libre de toutes les charges qui avaient été, à mon sens, si la lecture que je fais de la décision judiciaire du tribunal de Cotonou est juste, c'est que M. Sébastien Adjavon a été lavé de tout soupçon même déjà. Les preuves n'étaient pas constituées, la matérialité même de l'infraction n'était pas constituée. Donc c'est dire que ce serait déjà aller trop vite en besogne et porter un coup à la présomption d'innocence et porter un coup aussi à l'attention sociale que pouvait apporter cette question-là, que de dire que le président a manqué de protéger son allié. Protection qui suppose en fait qu'on considère en soi même que la personne était déjà coupable avant même que la Cour ait statué sur cette question. C'est le prince Agonia. J'ai relu, j'ai réentendu l'intervention du président de la République et j'ai trouvé qu'il y avait, à mon avis, une petite maladresse. Maladresse. Parce que le lien qu'il a fait pour vraiment donner le principe qu'il voulait nous faire passer était, à mon avis, pas juste. Le lien, c'est de dire, vous avez vu les événements de la semaine qui s'est passé la semaine, et beaucoup m'ont appelé pour que j'intervienne, etc., etc. Nous sommes tous des pécheurs. Les péchés deviennent des actions de gloire. C'est dangereux pour notre pays. Ayons la mesure, le courage de ne pas faire l'apologie du péché. Et fixer la faute. Alors, pour moi, c'est un peu... Si on fait le lien de ce qu'il a dit en disant quelques semaines, j'ai été appelé, c'est comme si lui, tout de suite, il jugeait. C'est comme si lui, il avait déjà le pécheur. Alors que la décision n'a jamais dit un pécheur. La décision, si on se réfère encore à l'événement qui s'est produit, dont il a fait le lien, il n'y avait pas de pécheur. Puisque tous sont relaxés. Tous sont relaxés pur et simple. Et tous sont relaxés pour le doute pour certains. Donc, pour moi, la présomption d'innocence qui aurait dû être pour le président n'a pas été, à mon avis, très observée. Mais il faut retenir quand même dans le message du président, et ça je suis complètement d'accord avec lui, que on ne peut pas, lorsque une procédure est engagée, on ne peut pas, sur la base des interventions, bloquer la procédure. Moi je suis
Je suis contre cela. Je suis complètement d'accord avec le président que on ne peut pas bloquer la procédure par une intervention du... Et donc, je suis complètement en phase avec le gouvernement et le garde des Sceaux qui dit que chaque fois que la procédure est engagée, eh bien, nous laissons la procédure aller au bout. Maintenant, on peut, au niveau des juristes que nous sommes, opiner sur la procédure, trouver que ce n'était pas pertinent, etc. Mais on ne doit pas voir l'immixtion de l'exécutif dans la procédure judiciaire. L'émission du gouvernement peut se faire par le parquet. La loi l'a prévu ainsi. Les instructions peuvent être données. Et cette fois-ci, c'est des instructions écrites que le garde des Sceaux peut donner au parquet pour orienter. D'accord, mais lorsque le juge du siège est saisi, on ne peut pas voir l'intervention des dirigeants sur la question. Donc, sur cette vision-là que le chef de l'État a voulu indiquer pour dire on m'a appelé, mais il s'est abstenu parce qu'il avait la pression du peuple sur la question, je suis complètement d'accord. Mais le lien qui a été fait pour trouver des pécheurs, etc., moi, ça m'a un peu gêné parce que celui qui est impliqué dans une procédure, tant que le juge n'a pas... C'est le juge qui fixe la culpabilité, c'est le juge qui fixe le pécheur, c'est le juge qui dit qui est pécheur. Et donc, ce n'est pas, à mon avis, le président de la République qui peut indiquer qui est pécheur dedans. Mais je comprends le message qu'il veut donner pour dire que, nous ne sommes plus dans un état où il faut faire l'apologie du mal. Et moi, je crois qu'à un moment donné dans notre pays, le mal était devenu le bien et le bien était devenu complètement le mal. Et ça, il faut remonter cela. Et je crois que le président a pu le dire et il a dit clairement pour dire que maintenant, il faut que ça s'arrête. On ne doit plus faire comme on faisait avant et on doit pouvoir aller dans le bien et c'est par le bien que nous pouvons aller à l'avance. Et il a dit quelque chose qui m'a aussi réjoui, chrétien catholique que je suis. Il dit que sans qu'on ne se rejette les uns et les autres. C'est important. Même si quelqu'un est coupable, il faut faire attention pour qu'il ne soit pas un rejeté de la nation, parce qu'il fait partie de la nation. Il a même dit que les fautes sont commises par des Béninois dans l'ensemble. Et donc, c'est le contexte général que j'ai pu noter dans le point du président de la République et c'est un peu ce que je peux dire sur la question. Oui, mais quand le chef de l'État parle de pécheurs, fait ces genres d'allusions, est-ce que vous pensez comme certains qui n'est pas convaincu, qui n'est pas satisfait de l'issue de jugement? Le président n'a pas à être satisfait de l'issue du procès. Il a juste à constater. Il constate, puisqu'on a dit que nous sommes dans un principe de séparation des pouvoirs. Ouais. Clair et net. Donc, si nous sommes dans un principe de séparation des pouvoirs, le président peut ne pas être d'accord avec la décision du juge. Le juge est indépendant, il a rendu la décision. Et je constate que dans cette décision, dans ce jugement du tribunal de Cotonou, il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas eu d'appel de la décision. Donc c'est considéré que c'est une décision qui est passée en force exécutoire et donc c'est comme si jamais cette infraction n'a été commise et donc le dossier est clôturé en l'état de ce qui a été présenté au juge ce jour-là. Des commentateurs qui s'activent sur les réseaux sociaux, des syndicalistes, Sébastien Achavon lui-même dans son interview pointe d'un doigt accusateur le président de la République et ou son gouvernement d'être la main invisible qui aurait fomenté un sale coup contre le patron du Kajab Commune. À votre avis, Nourdine, quel peut être l'intérêt d'un président qui a fait des annonces fortes en termes de réforme à conduire en 5 ans, de se tirer une balle dans les pieds en se débarrassant, comme c'est suggéré, d'un soutien important? C'est quoi le plan? Je pense qu'avant toute chose, il faut qu'on fasse très attention à la tentation de se créer une espèce de martyr. L'histoire politique récente du Bénin, et même sociale du Bénin, nous a créé un martyr, qui est devenu aujourd'hui notre président de la République. Si vous vous souvenez très bien, la manière dont toutes les affaires qui l'ont impliqué, entre griffes, ont été traitées, la population a même été mise à contribution pour le condamner déjà publiquement. Par la vindicte entre griffes populaire, la population, et cela a été fortement médiatisé. Je me souviens encore de ces images où les populations marchaient pour signifier qu'elles apportaient leur soutien au chef de l'État qui avait échappé à une tentative d'un certain ordre. Et je crois personnellement que, aussi président soit-il,
il n'est pas resté insensible à ce qui a été son passé à lui-même. Aussi président soit-il aujourd'hui, il n'est pas resté insensible et non marqué par le fait que les populations auraient pu être manipulées dans un certain sens. Et ça avait déjà commencé d'une certaine façon. Parce que quand on voit le balai des personnes qui sont allées rendre visite à M. Sébastien Adjavon, quand il était encore à la brigade, naïvement, on peut se laisser tenter de dire, mais les populations vont lui témoigner la compassion. Pourquoi? Parce qu'elles estiment que c'est réel, parce qu'elles estiment que ça s'est passé. Les hommes politiques qui y sont allés, leurs électeurs, leurs fiefs à eux, comment est-ce qu'ils vont considérer le fait que leurs députés aillent voir quelqu'un? Ce sont des images en fait, et on aurait été dans un univers médiatique particulier que certaines images n'auraient jamais dû être mises sur la place publique. Certaines images et certaines situations, certains commentaires n'auraient jamais dû être mis sur la place publique parce que la présomption d'innocence évite justement et contribue à ce que les médias ne soient pas en mesure de diffuser certaines choses qui puissent fausser le comportement ou même troubler la quiétude de la justice. Parce que la pression populaire, on parle quand même de quelqu'un qui est arrivé 3e à la dernière présidentielle. Qu'on le veuille ou pas, il représente quand même une frange de la population. Donc, dans un certain sens, le voir dans une certaine situation physique, le voir dans une certaine situation humaine, peut amener à adopter un certain comportement. Je trouve que nous, en Afrique en général, nous prenons en fait les personnes politiques, notamment le premier personnage de l'État, comme l'alpha et l'oméga de tout. C'est-à-dire, quand c'est bon, c'est lui. Quand c'est mauvais, c'est lui. Comme des émanations de Dieu. Voilà, comme des émanations, on ne va pas utiliser ce terme-là, qui a été assez galvaudé pendant longtemps. Donc, je pense, et c'est normal, je pense que quand le président de la République a dit qu'il a été l'objet de pression, est-ce que c'était des pressions entre griffes? Est-ce que ce n'était pas des supplications? Est-ce que ce n'était pas plutôt des appels à la clémence? Parce que tout le monde se dit que le chef de l'État dans un pays a le droit et à tout pouvoir pour faire cesser certaines choses. Surtout quand ce sont des situations judiciaires comme celle-là qui peuvent amener par exemple à ce que quelqu'un soit privé de sa liberté. Mais je pense que le peuple béninois, et je l'avais dit le jour de la décision du tribunal, le peuple béninois aujourd'hui, la décision de la justice en cette journée-là, cette nuit plutôt, aurait apporté à l'État ou une icône ou une crédibilité de notre justice. J'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, je me suis amusé un peu à lire, tout le monde félicitait la justice béninoise. Tout le monde disait, nous avons une justice indépendante, nous avons une justice équitable. Quelle aurait été la réaction si, par mégarde, les 4 prévenus avaient été reconnus coupables de quelque chose? Est-ce qu'on aurait encore applaudi la justice? Est-ce qu'on n'aurait pas lapidé, crucifié le gouvernement? Bien que nous n'avons pas les preuves entre griffes que le gouvernement a été instigateur ou non de cette affaire en question, toutes les questions sont légitimes aujourd'hui. C'est la question que je posais. Quel intérêt le gouvernement avait à être l'instigateur, comme vous dites, de ce coup-là? Quel intérêt Patrice Talon avait à être la main invisible dont parle C'est pour ça que je dis Sébastien en fait, Adjavon. c'est pour ça que je dis que nous sommes restés un peu dans la nostalgie de ce qui s'est passé. L'histoire personnelle de M. Patrice Talon a commencé par une accusation. Une accusation qui l'a amené à fuir son pays pendant 3 ans et à y revenir en tant que président de la République. Est-ce que beaucoup de gens ne se sont pas laissés à cette petite tentation-là aussi de se dire que le nouveau président de la République veut rejouer le même épisode dramatique que celui qui l'a amené au pouvoir et commencer à voir M. Sébastien Adjavon dans le costume d'une victime, d'un martyr pour des échéances électorales qui viendraient. Fabriqué pour 2021. J'ai l'impression que c'est un peu à cela que les populations se sont laissées aller. Maintenant, les populations qui se sont laissées aller à cela, M. Adjavon a été purement relaxé. Il a été purement relaxé, la justice a dit le droit. Aujourd'hui, est-ce qu'on continue toujours de considérer que le gouvernement aurait dû agir autrement? Moi, par déformation professionnelle, il vaut mieux être assez silencieux jusqu'à ce que la justice elle-même décide de quelque chose. Nous sommes dans une atmosphère qui est teintée de politique, d'argent, de choses assez sulfureuses. Je pense qu'il était un peu risqué qu'on aille dans ce sens-là, parce que on parle quand même d'une certaine personne qui à elle seule contribue à un niveau faramineux. Pour moi, ça aurait été un drame. Ça aurait été un drame qu'on trouve une culpabilité ou un lien entre les activités économiques de cette personne
et cette vilaine affaire dont je ne veux même pas dire le nom. Parce que au-delà de cette personne, au-delà des 3 personnes qui ont été impactées par cette affaire en question, je vois tout l'empire industriel de cet individu. Je vois tout l'environnement économique de cet individu. On aurait été, et je ne sais même pas si ce n'est pas le cas déjà, aucune société respectueuse de son image ne voudra qu'on l'associe comme fournisseur de quelqu'un qui est soupçonné d'un trafic de cocaïne. Qui nous dit que les fournisseurs de M. Adjavon ne sont pas en train de revoir leur collaboration économique avec Adjavon? Qui nous dit que le transporteur MSC n'est pas en train de revoir sa collaboration? Parce que, en tant que commerçant, je n'aurais pas souhaité être associé à quelque chose d'aussi sulfureux. Je tiens à garder mon image et c'est en ce sens. C'est en ce sens que moi, je me dis que je suis resté un peu sur ma faim parce que j'aimerais quand même, à titre d'honneur, que tout soit clarifié. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur des soupçons, qu'on ne reste pas sur des suppositions et qu'on ne reste pas sur des on-dit. Je veux qu'on nous dise clairement et de manière catégorique et ferme, voilà, le groupe Kajaf Common n'a jamais été de près ou de loin mêlé à quoi que ce soit qui ait rapport. Qui doit le dire à votre avis? Pour moi, le droit a été dit une première fois concernant la culpabilité de M. Sébastien Adjavon et de ses 3 collaborateurs. Maintenant, j'aurais été à la place de M. Sébastien Adjavon que j'aurais mis en avant l'honneur de mon groupe, au-delà de mon honneur personnel, pour rechercher les responsabilités parce que cette vilaine poudre ne s'est quand même pas retrouvée de manière magique dans ce conteneur. Elle ne s'est pas retrouvée de manière magique dans ce conteneur. Et le rôle de la justice et de l'exécutif aussi est de nous rassurer, nous les populations, et aussi tous les opérateurs économiques qui auraient pu vouloir s'installer au Bénin ou qui sont déjà dans l'activité au Bénin, qu'on ne peut pas inquiéter quelqu'un. Les accusations que M. Adjavon a portées entre griffes en parlant du fait qu'on l'avait menacé de lui mettre de la drogue dans ses affaires, de lui mettre ci dans ses affaires, il ne faut pas que ces accusations-là résonnent dans la tête de chaque Béninois et de chaque opérateur économique qu'il y a des possibilités dans une nation qu'on se fasse piéger d'une manière aussi bête et dangereuse. C'est dans ce sens que moi je dis que l'affaire dite Adjavon ne doit pas s'arrêter seulement à la relaxe pure et simple. Il faut laver l'honneur de cette compagnie, de cette société qui quand même est l'un des plus gros contributeurs économiques de notre pays et qui emploie quand même, je ne sais pas exactement, mais au moins des milliers de personnes. C'est Prince Abouya. Je pourrais vous surprendre, mais mon avis sur la question, je me refuse de parler des politiciens. Vous savez, les politiciens sont très forts. Ils analysent les choses en tenant compte de ce qu'ils vivent. Moi, je constate que le président Adjavon est au gouvernement, puisqu'il a envoyé des gens au gouvernement. Je constate qu'il a été le 3e des élections et qu'il prône la rupture. Et qu'il est dans la rupture même. Et donc, je constate aussi qu'il a dit qu'il était gênant. Il était gênant. Bon, ça c'est des propos de politiciens. Et comme moi je ne suis pas souvent là où ils sont pour comprendre, je ne peux pas opiner là-dessus, mon cher Vigile. Mais ce qui est constant dans le dossier et qui a été confirmé au niveau de l'audience, c'est que l'information qui a permis de faire la procédure est venue de quelque part. Ça a été constant dans le dossier. Au tribunal, le juge a vraiment posé des questions sur l'origine de l'information. Et donc, celui qui observe, qui suit, peut supposer que si l'information est venue de là-bas, eh bien, les acteurs savent ce qu'il y avait. Surtout qu'à la fin, on dit que les gens ne sont pas impliqués dans cette affaire. En tout cas, ils sont relaxés. À partir de ce moment, il peut y avoir toutes les analyses possibles. Mais moi, ce qui m'a gêné, et je le dis vraiment avec beaucoup de peine, c'est que les professionnels, nos professionnels, qu'ils prennent la mesure de leur mission. Les professionnels de quoi? Ceux qui ont des responsabilités, qui prennent la mesure de leur mission. Moi, je ne conçois pas, et ça, c'est mon point de vue personnel, je ne conçois pas que une structure de l'État
à qui on confie une mission aussi importante, aussi sensible, aussitôt après, fasse une conférence de presse et donne les sources, s'il vous plaît, les sources de l'information. J'ai entendu quelqu'un dire que je remercie, je félicite le service de renseignement, je félicite pour la pertinence des informations. C'est extrêmement grave. Ça voudrait dire que nos professionnels, ils ont des problèmes. Mais ils ne sont pas professionnels. Non, il y a un problème. Même le simple gendarme là, que vous observez à la télé, lorsque il présente des gens, vous les entendez dire, nous avons reçu des informations et nous avons. On ne peut pas, dans un état normal qui se respecte, avoir des informations aussi sensibles et dire la source. Et ça, c'est ça qui mais est-ce que sur d'autres plans, on ne peut pas dire que c'est sans doute le ciel qui l'a trahi? Ah, bon, pour ceux qui l'expliquent comme ça, oui. Mais moi, je crois que c'est un manque de professionnalisme. Et moi, je m'attendais à une... Nous sommes dans la rupture. Il faut pas que... Oui, il faut qu'on nettoie cela. Il faut que ça ne se répète plus. Que ceux qui ont des responsabilités... On a déjà vu ça passer. On l'a vu. Où quelqu'un est venu dire qu'il avait vu des choses extraordinaires. Que vous connaissez. Il y a eu beaucoup de choses que nous... Il faut que nos professionnels puissent vraiment savoir... raison garder et ne pas mettre le pays en difficulté sur des questions comme ça. Moi, je ne suis pas satisfait de la manière dont les personnes sont intervenues dans ce dossier-là. Et c'est ça qui a compliqué les choses et c'est ça qui a nourri toutes les situations que nous avons observées qui presque ont ébranlé le pays en ce moment-là, puisqu'on a commencé à avoir des pneus brûlés, etc. Et puis en plus, contrairement à Noureddine, moi je pense qu'il faut finir avec cette affaire-là. Franchement. Le Bénin ne va pas tout le temps. Ça répondre à ces multiples questions. Non, il faut aller chercher qui a mis. On observe. Observez comment le juge a pu produire le dossier. Si on va plus loin, le pays. Donc pour vous, la réponse se trouve dans la source de l'information. Oui, bien sûr. La vérité se trouve dans la source de l'information. En tout cas, pour tel que c'est dit là, je ne pense pas qu'il faut aller faire des enquêtes. Le Bénin n'a plus besoin. Vous savez, le président vient de nous dire que la sauce est encore au feu. Et nous allons tout le temps parler d'empoisonnement, de cocaïne, des trucs comme ça. Le Bénin veut d'autres choses. Pour moi, il faut qu'on passe ces trucs noirs et qu'on parle de la réalité. Les Béninois ont des problèmes, qu'on règle les problèmes que de se mettre à dire ces problèmes-là. C'est dommage que ça arrive dans notre pays, mais il faut que le Bénin se signale pas d'autre chose que de faire cette apologie du noir ou du mauvais. Vous avez vu pendant cette période-là, toute la presse internationale, partout dans le monde, on ne parlait que de nous. Et on parlait de nous comment? La drogue, non, le Bénin. Alors qu'on sortait à peine d'une élection où tout le monde nous félicitait et tout le monde, et puis on vient justement 7 mois après pour dire on a trouvé de la drogue dans les... Non. Franchement, que le Béninois, en tout cas chacun à son niveau, qu'on prenne conscience qu'on nous a assez noircis dans le monde, que nous avons commis des actes qui ont noirci notre pays, il faut qu'on corrige cela et que nous pensons à la réalité des Béninois. Les Béninois ne sont pas dans les cocaïnes, les Béninois ont faim, ils ont des problèmes, ils ont des questions qu'ils veulent. Ils veulent des solutions à ces questions-là. Moi, je pense qu'il faut qu'on finisse avec ça. Noureddine ne serait pas d'accord avec moi, mais franchement, je voudrais bien... On sait déjà comment les choses sont passées. Non. Quand tu dis on connaît, oui. On sait comment les choses sont passées, oui. Je trouve que c'est déjà jeter la pierre à quelqu'un. Non, je ne jette pas la pierre. On a dit... C'est en cela que je dis. C'est en cela que je dis, il ne serait pas bien qu'on reste sur cette vilaine image. Il ne serait pas bien qu'on se dise que dans une nation, un opérateur économique peut être inquiété de cette façon-là. Parce que si cette affaire-là, entre griffes, n'est pas clairement élucidée, moi, par exemple, je ne me sentirais pas en sécurité. Je ne me sentirais pas en sécurité dans le sens où je vais me dire, mais je peux me retrouver un jour avec des substances prohibées dans la poche de ma veste ou dans ma valise. Ce n'est pas le procès. Il faut qu'on puisse apaiser. Non, Virgile, il faut qu'on puisse apaiser. Pas le procès. On parle d'un opérateur économique qui est quand même le plus gros contributeur économique. Voilà. Je suis d'accord. Il ne faudrait pas que cette affaire lui laisse des séquelles à lui. Comme j'ai dit tout à l'heure. Le juge a déjà dit. Non, entre ce que le juge a dit et l'environnement économique de cet opérateur économique. C'est pour ça que j'ai dit, on ne sait pas si cette image a entaché l'honorabilité de son groupe. Forcément.
forcément. Non, lui, il a été relaxé. Il a été relaxé. Mais j'ai appris, et je pense que ce n'est pas un secret, que des fouilles continuent. Voilà. Les fouilles se sont poursuivies. Voilà. Pour moi, c'est quand même une atmosphère qui est délétère à la bonne marche de ces affaires. Il faut qu'on sache pourquoi les fouilles continuent. Pourquoi il est toujours indexé. Est-ce qu'il ne faut pas finir définitivement? Pour moi, finir définitivement avec cette affaire, c'est qu'on puisse se dire, aujourd'hui, le groupe Kadiaf Komon n'a jamais été de près ou de loin mêlé à quelque chose d'aussi sulfureux. Et ce ne peut être apporté que par des enquêtes un peu plus poussées. Pourquoi dire que le juge a décidé d'une relaxe pure et simple et que dans le même temps, on continue à apprendre que dans les faits, ces cargaisons continuent à être fouillées. Pourquoi lui? Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont fouillés aussi. Peut-être qu'il y en a d'autres et je trouve que c'est normal. Il ne serait pas bien que notre nation continue de se compromettre en fait dans des histoires comme celle-là. Et la réponse idoine à cette situation ne peut être qu'une certaine clarification. Il ne faut pas qu'on soupçonne. Tout à l'heure, dans ton développement, tu as fustigé le comportement des agents qui étaient en charge de l'enquête. Dans le monde judiciaire que nous connaissons, toi et moi, Serge Prince, les gendarmes ne viennent pas s'exprimer à la télé. Tout à fait. Les policiers ne viennent pas s'exprimer à la télé. Ce sont les représentants du parquet, du ministère public qui ont légitimité et compétence pour intervenir. Ils ont la mesure de la parole. Ils ont la mesure du langage et ils ont les termes appropriés. C'est très facile de dire aujourd'hui coupable, alors que la présomption d'innocence s'oppose au terme coupable. Quand tout à l'heure tu as évoqué les professionnels qui sont arrivés en parler, tu n'as pas cité le procureur de la République qui était venu en parler. Pourquoi? Parce que tu étais satisfait de ce que le procureur a dit. Tu as fustigé ce que le gendarme en question a dit. Donc je pense, comme l'inconscient populaire, le subconscient populaire, beaucoup de gens sont restés bloqués et choqués par les allégations qui ont fusé de part et d'autre, mais personne n'a entre griffes remarqué la prudence qui a été celle du procureur, je ne me souviens plus son nom. Donc je pense au-delà du soupçon d'aller fouiller, je pense que l'honorabilité du groupe ne peut ressortir que par la clarification totale. S'il est vraiment relaxé, qu'on lui colle la paix. Non, je voudrais... Sinon, continuer à fouiller ces conteneurs et autres, là, je trouve que c'est pas bon pour l'atmosphère économique. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas fouiller le conteneur de Kadiaf Komon. La règle veut que s'il y a des fouilles, qu'on fasse les fouilles. Et je ne crois pas qu'à ce niveau-là, qu'il y a un problème. S'il y a des informations... Est-ce que ces fouilles n'ont pas tous les... Le problème que nous avons... acharnement. Voilà, c'est ce que ça a semblé montrer. Merci. Parce que nous étions dans une affaire et aussitôt après, ça a continué. Ça a donné l'impression comme si on s'acharnait. Mais sur le principe, on peut fouiller les conteneurs. Moi, le problème n'est pas là. Maintenant, en ce qui concerne la clarification, je pense que c'est au port de Cotonou. Et je pense que c'est au niveau des sanctions qui doivent être prises que nous devons... C'est pas un procès qui va punir ceux qui se sont mis à faire des conférences de presse. C'est pas un procès. C'est l'autorité qui est chargée de régler ces questions-là pour amener chacun dans son rôle. Et je crois que c'est à faire. Maintenant, si vous voulez que nous allons au bout dans cette affaire, je dis que notre sauce va se brûler. Parce qu'il y a autre chose à faire que de se mettre. Parce que dans cette affaire-là, si on veut ouvrir encore le débat, il faut appeler celui par qui l'information est venue au tribunal. Il va nous dire dans quel contexte il a eu l'information. Est-ce qu'il a parlé de ça à son autorité, etc., etc. On va se mettre dans des débats où nous n'allons pas avancer. Oui, mais est-ce que ça ne nous sécurise pas une fois pour de bon, comme le dit nous? Ça ne peut pas, puisqu'on sanctionnera quand même quelqu'un. Mais si des gens continuent à faire des trucs comme ça au port, ils le feront. Et nous serons encore des procès. La meilleure manière, c'est de prendre des dispositions pour sécuriser le port. C'est de prendre des dispositions pour dire que désormais, on n'aura plus cela. Oh, est-ce que connaître ces vérités, ça ne réhabilite pas un peu d'une manière ou d'une autre et Sébastien Adjavon et ses affaires? Pour moi, Sébastien Adjavon est déjà réhabilité. Pour moi. Oui. Il est complètement comme réhabilité. Je dis, lui, il est réhabilité. Bon, maintenant, son groupe aussi, à mon avis, si on observe ce que le juge a dit, mais écoutez, je n'ai rien qui amène à dire qu'on a fait un truc comme ça. Bon, pour moi, monsieur, sortez, partez. Pour moi, c'est clair. Et
Et le groupe et le président Adjavon, pour moi, ils sont clairs dans cette affaire-là, à l'étape actuelle de la procédure. Cherchez à le faire, cherchez à voir qui a fait, nous allons nous mettre dans des polémiques, à mon avis, inutiles. Et puis en plus, ce n'est pas M. Adjavon seul qui pourrait ou son groupe, forcément, qui sera lavé dans cette affaire-là. Vous savez, quel que soit ce qu'on fera, quel que soit ce que le juge dira, ceux qui croient que M. Adjavon est impliqué dans cette affaire, ils croiront. Ceux qui croient qu'il n'est pas impliqué dans cette affaire, ils ne croiront pas. Donc, que le juge prenne des décisions jusqu'à dire, ce n'est pas lui, les gens ont leur opinion. Et vous avez observé, lorsque le problème s'est posé, nous avons lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On fait des commentaires un peu partout. Donc, ce n'est pas le juge qui va, disons, rendre... Disons, c'est deux avis, hein, et chacun pourra prendre sa position. Le grand rendez-vous. Sébastien Adjavon a parlé au monde, le monde Afrique, bien entendu. Vous avez sans doute lu cette interview, objet de toutes les spéculations, de commentaires. Qu'avez-vous retenu, Noureddine Sakazalé? Pour la petite pratique que j'ai du côtoiement des hommes politiques de ce niveau-là, Sébastien Adjavon n'a pas parlé au monde. Ah oui? Une cellule s'est chargée de lui rédiger les réponses et autres là, portées dans cette interview. Ce sont ses opinions, non? Je vais vous dire pourquoi je suis aussi... voilà. La prudence, vu ce qui s'est passé, vu l'épisode qui s'est passé, d'une personne qui est arrivée à ce niveau-là de l'élection présidentielle, représentée par 3 personnes au niveau du gouvernement, devrait amener M. Sébastien Adjavon à ne pas dire qu'il prend ses distances du régime en question. C'est paradoxal de prendre cette distance d'un régime et d'y avoir 3 ministres. Sauf à ce que les ministres nous disent aujourd'hui qu'ils n'y sont plus dans le cadre de l'accord politique qu'il y a eu entre M. Sébastien Adjavon et le président de la République finalement élu. Donc dire qu'on prend ses distances alors qu'on a été lavé de tout soupçon et dire qu'on fait confiance à la justice, je trouve qu'il y a un paradoxe qui ne dit pas son nom. C'est en cela que je me dis peut-être que ce n'est pas réellement M. Sébastien Adjavon qui a parlé et qu'il s'est agi d'une cellule qui a répondu aux questions du journal en question, parce que je vois très mal M. Adjavon prendre le temps de taper mot pour mot. Et pour moi, la prudence devrait amener à ne pas dire qu'on prend ses distances d'un régime dans lequel on est représenté à un niveau ministériel par 3 personnes. Autrement dit, il aurait dû faire démissionner ces ministres? Non. Si le choix était de prendre ses distances, parce que là, un peu, moi, ça me laisse un petit arrière-goût de trahison de ces ministres. C'est un peu comme si les ministres sont au gouvernement de leur propre chef et qu'ils ne représentent plus, ou tout au moins que M. Sébastien Adjavon ne considère plus que ces ministres-là répondent de lui et répondent de l'accord politique qu'il y a eu entre lui et M. Patrice Talon. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je prends mes distances d'un certain gouvernement et y avoir 3 de mes représentants. Donc on retient que c'est pour éviter d'essuyer un autre camouflet, à savoir le refus des ministres de démissionner, qu'il a fait cette option. C'est en cela que je dis que moi, ça me laisse une petite sensation de malaise. Une petite sensation de malaise. J'aurais été beaucoup plus prudent de ne pas me prononcer de manière aussi radicale. Dire que je prends mes distances d'un certain régime auquel j'ai apporté mes 22 ou 23%, ça devrait avoir des conséquences politiques immédiates. Serge Poinsagoya. D'abord, je constate que après la sortie du journal, le président Sébastien Adjavon ne s'est pas offusqué, il n'a pas dit qu'il n'a pas contesté cela. Donc sur ce plan-là, on peut supposer qu'il endosse la responsabilité. Deuxièmement, moi je vois une cohérence, particulièrement moi je vois une cohérence dans ce qu'il a dit. Il a commencé à dire que je suis gênant. Je suis gênant. Si je suis gênant, la conclusion c'est de quitter. Là où je sens que je suis gênant. Et donc la conclusion c'est ça. Pour moi c'est ça. Donc pour moi il y a une cohérence. S'il se considère comme gênant, la meilleure manière pour lui, si tu es avec des amis, vous êtes entendus et qu'après tu considères que tu deviens gênant pour eux, la meilleure manière c'est de dire je quitte ces amis là. Donc si on reste simpliste, c'est un peu la leçon que moi je tire.
Maintenant, concernant les ministres, je crois qu'il a été aussi clair sur la question. Il disait, si je reprends le document, que lui ne dira pas aux gens de quitter. Ça veut tout dire aussi. Il ne veut pas dire aux gens de quitter, mais qu'il pense que lui, il quitte. Ça voudrait dire que il connaît le Béninois. Il sait que s'il disait de quitter, il y a certains qui ne vont pas quitter. C'est clair et net, on l'a déjà connu au Bénin ici. Donc, il a été prudent à ce niveau. Maintenant, lorsqu'on fait toutes ces analyses, je pense que le Bénin n'a pas besoin de ça. S'il y a un problème, il faut que les deux hommes règlent ce problème-là. Pourquoi? Parce que pour moi, ce serait une grande trahison au peuple. Les deux hommes se sont entendus et ils ont dit au peuple, nous sommes ensemble. Un a même dit, c'est le coprésident. L'autre a dit, je suis totalement avec le groupe. Et puis 7 mois après, alors qu'ils nous ont dit ça, nous, peuple, ils nous l'ont dit et nous, on a cru en eux. 7 mois après, quelqu'un dit, moi, je quitte parce que je suis gênant. Non, je crois que si nous voulons rester cohérents, si le président aussi veut rester cohérent dans ce qu'il nous a dit, lorsqu'il prenait, on voulait faire le deuxième tour, ils sont obligés, je dis bien, ils sont obligés de s'entendre. Parce que s'ils ne s'entendent pas, ils auraient trahi le peuple. En tout cas, la lecture que je fais, parce que la plupart de la population, nous étions heureux de voir les deux hommes s'entendre pour aider. Parce qu'ils nous disaient en plus que c'est les hommes d'affaires qui dirigent le pays. Et que 5 ans après, nous verrons ce que les hommes d'affaires vont apporter à ce pays-là. Nous nourrissons un espoir pour ce qu'ils ont dit là. Justement, nous avons vu l'ancien président Nicéphore Soglo prendre l'initiative d'une médiation. Certains estiment qu'il a pu être démarché par l'un des deux hommes. Peu importe, mais à votre avis, sur quoi devrait porter une telle médiation? Moi, si tous les Béninois peuvent faire la médiation, qu'ils s'entendent pour nous conduire le mandat à terme, moi je serai pour. Parce qu'ils nous ont dit qu'ils sont ensemble. Et moi, je ne vois pas pourquoi ils ne seront pas ensemble. Pourquoi? Et donc, je ne me l'explique pas parce qu'ils auraient trahi le peuple. Donc, pour moi, ils sont obligés. Moi, je pense qu'ils sont obligés. Et si le président Nicéphore Soglo rentre dans la course pour pouvoir aider à ce règlement, c'est peut-être parce qu'il voit la mesure, il voit le danger de ne pas laisser ces deux hommes-là qui ont promis nous aider à sortir le Bénin de ce que nous vivons là, de s'entendre. Et moi, je crois que le président, il est d'ailleurs le seul survivant aujourd'hui en tant que chef de l'État. Non, il est à Boni Yayi aussi. Ah, ok. Non, là, en tant qu'ancien. Ah oui. Bon, Boni Yayi, c'est vrai, il est plus actif. C'est pas gentil, ça, Serge. donc, ils sont deux. Moi, je voudrais bien que s'il y a des médiations à faire, que nous ne rentrons pas tout de suite dans la guerre de ces deux hommes-là. Vous avez vu là où la guerre entre Talon et Yayi Boni nous a amenés. Les familles ont été séparées, les clans étaient créés, et il y a des gens qui aiment ça. Si vous observez la presse aujourd'hui, il y a des gens qui sont très heureux. Pour certains, c'est une filière. Oui. Il faut encore commencer cette bataille-là. Ceux qui sont pour Talon, ceux qui sont pour Adjavon, franchement, risquent de ne pas se développer. C'est pour ça que moi, je voudrais qu'ils respectent ce qu'ils ont dit au peuple. Ils sont des copilotes pour les 5 ans. Quelles que soient les difficultés, ces deux hommes doivent s'entendre pour que notre pays puisse avancer. Nouroudine Saka-Saleh sur cette initiative du président Nicéphore Soglo. Moi, j'interpelle surtout le rôle de tout ce qui va rendre public les médiations, de tout ce qui va rendre public en fait les négociations et les approches de certaines parties. Cette médiation, si on doit aller de manière bête et stupide sur ces images-là, c'est que le président Nicéphore Soglo a entériné entre griffes le fait qu'il y a rupture entre griffes entre les deux personnages. Moi, à la date actuelle, jusqu'à ce que chacun des personnages se soit clairement prononcé là-dessus, j'estime qu'ils sont dans une certaine cohabitation qui ne doit pas être mise à mal. C'est-à-dire, je ne veux pas considérer que ces deux personnages-là ne s'entendent pas. Et commencer à parler de médiation, c'est que ça renvoie l'image que la cassure est déjà consommée.
M. Sébastien Adjavon a été blanchi. Il a été relaxé. Qu'est-ce qui peut subsister en fait comme brouille entre les deux personnages au point où des médiations impliquant des personnalités aussi importantes que M. Nicéphore Soglo soient déjà mises en branle? Il y a peut-être certaines choses qu'on ne nous dit pas à nous, la population. Il y a peut-être certaines choses dont nous ne sommes pas informés, mais moi, je veux naïvement croire qu'il n'y a pas encore cassure entre celui qui est arrivé deuxième et celui qui est arrivé troisième et qui est représenté au gouvernement. Ils sont tous partis d'un gouvernement aujourd'hui. Je pense que commencer à parler de médiation et certains actes être trop médiatisés, on va finir par porter en fait prêter flanc à ce que nous ne voulons pas considérer nous-mêmes. C'est-à-dire, moi je ne veux pas considérer qu'il y a cassure. Je ne considère pas jusqu'à nouvel ordre qu'il y a cassure. Est-ce que dans son interview, il n'a pas signifié qu'il a cassure, Sébastien Adjavon? C'est pour ça que je dis que je lui aurais préféré une certaine mesure dans l'expression. Peut-être que c'est son intervention dans le monde qui a justifié l'initiative que le président de la République, M. Nicéphore Soglo, l'ex-président, a prise de le rencontrer ou de le recevoir pour en parler. Peut-être que s'il n'avait pas eu certains mots, ou si les mots n'avaient pas été aussi forts dans l'interview dans Le Monde Afrique, peut-être qu'on ne parlerait pas aujourd'hui d'une médiation. Pour moi, quand on commence à parler de médiation, c'est qu'on est déjà en train de pousser implicitement les personnes à se mettre dans une position où on est déjà des protagonistes. Est-ce qu'il n'y a pas déjà crise là, Nourdine? Non, si on doit estimer qu'il y a crise, ça veut dire qu'on entérine le fait qu'il y a vraiment eu une machination, une manipulation politique qui a amené à cette affaire-là en question. Moi, je considère qu'il faut prendre de la hauteur et ne pas se laisser aller à ces considérations-là. Dans le sens où la personne a été relaxée, normalement, si je devais suivre l'exemple de mon ami Serge Prince Aboudian, c'est qu'on doit faire table rase de tout ce qui s'est passé. Et faire table rase, parler de médiation, c'est qu'on est en train de revenir en fait à une histoire qu'on est en train de chercher à oublier. Donc, médiatiser ces rencontres-là, je trouve que c'est un peu délétère à l'atmosphère apaisée que nous souhaitons avoir. Si des négociations, si des discussions doivent être engagées, ça peut se faire loin des caméras, ça peut se faire loin de toute médiatisation. C'est la médiatisation que moi je fustige parce qu'elle va instillé dans l'inconscient populaire qu'il y a vraiment un problème entre les deux personnes. Alors que peut-être qu'il n'y en a même pas. Mais peut-être que ces personnes se rencontrent tranquillement. Dire qu'il prend cette distance, peut-être que c'est ce qui a servi de terreau à l'initiative louable qu'a prise le président de la République, Nicéphore Soglo. Le grand rendez-vous. Alors, d'une affaire à une autre, celle-ci a refait la une de l'actualité cette semaine. Une trentaine de personnes supposées impliquées dans le dossier Ségub ont été interpellées, écoutées, présentées au procureur de la République, libérées sous caution pour les uns et inculpées, placées sous mandat de dépôt pour les autres. On attendait Patrice Talon sur le terrain de la lutte contre la corruption. Alors, Prince Agodian, peut-on considérer que ce qui s'est passé cette semaine est un bon début de chantier du président? D'abord, il faut rectifier que les gens ne sont pas libérés sous caution. Hein. Il y a eu dans le dossier des consignations. C'est-à-dire, le juge chargé d'exécuter les mandats de dépôt et le juge d'instruction ont estimé que les montants qui sont querellés sont suffisamment grands, sont énormes, et il fallait donc avant toute chose, avant d'exécuter le mandat de dépôt pour certains, il faut qu'ils déposent, qu'ils consignent un montant. Ce qui est une première. Oui. Et je pense qu'il faut maintenant voir, et c'est là où je voudrais attirer l'attention, il faut voir entre le montant qui a été finalement consigné et le montant querellé, s'il y a un lien. C'est-à-dire, est-ce que c'est suffisant? Parce que on parle de 17 milliards qui est querellé. Si 17 milliards est querellé, il faut que la consignation soit à la proportion de cela. Sinon... Ce qui n'est pas le cas selon vous? En tout cas, si ce n'est pas le cas, il faut exécuter les mandats. Il faut forcément exécuter les mandats. Et là, ça permettra au juge, lorsqu'il aura analysé les mises en liberté provisoire, de fixer des cautions, des cautionnements, je dirais, le terme même c'est cautionnement adéquat. Donc, je pense que pour l'instant, nous sommes à la consignation et comme les Béninois, ils aiment bien leur liberté,
ils ont préféré donner ce qu'ils peuvent déjà pour pouvoir rester sous contrôle judiciaire pour certains, être suivis pour d'autres. De manière globale, on a quand même à retenir que les innovations que notre code de procédure pénale a engrangées depuis son adoption, ça marche. Ça marche parce que le code de procédure pénale béninois tel que c'est adopté aujourd'hui fait la différence entre le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention. Avant, le juge d'instruction avait toute la possibilité de tous les pouvoirs. Aujourd'hui, c'est séparé. Et c'est très important pour nous en ce qui concerne la liberté des gens. Parce que dans le principe, la mise sous mandat de dépôt nécessite des conditions. C'est l'exception. C'est l'exception. Lorsque on décide de vous garder, de vous priver de votre liberté d'aller et venir, c'est une exception. Et donc, c'est pas tout le monde qu'on peut mettre en garde à vue ou en prison. Dès lors que le code de procédure pénale a même indiqué les conditions dans lesquelles il faut penser à la mise sous mandat de dépôt. Et donc, j'ai aimé que cette procédure-là soit vraiment conduite de cette manière-là pour que la liberté soit négociée, soit gérée dans le cadre de ce dossier. Seulement, nous sommes dans les biens publics, le respect des biens publics. Et je pense personnellement que si c'est seulement la consignation qui est faite dans le cadre de ce dossier, le juge peut aller plus loin. Il peut aller plus loin parce que dans la loi portant la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, l'article 27 prévoit que à toute étape de la procédure, le juge d'instruction ou la juridiction du jugement saisit soit d'office ou sur réquisition du ministère public, prononce le gel, la saisie ou la confiscation d'un certain nombre de biens des personnes impliquées. Moi, je voudrais que, en plus de la consignation, si nous sommes convaincus que nous voulons rentrer dans les fonds de l'État sans occulter la sanction pénale, si l'infraction était constituée, il faut que le juge aille plus loin, qu'on aille au gel, qu'on aille à la confiscation d'un certain nombre de biens de ces personnes-là pour qu'à la fin de la procédure, qu'on n'ait plus rien du tout à prendre. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce dossier, le chef de l'État vient d'ouvrir ainsi sa campagne à lui de lutte contre la corruption? De toutes les façons, il n'a pas à faire une campagne de lutte contre la corruption. Si le système fonctionnait normalement, dès qu'on a des problèmes dans le pays, eh bien, les juridictions doivent se saisir. Donc, c'est heureux que pour cette fois-ci, nous sommes déjà engagés dans un processus. Et je pense que tel que c'est fait, ça a accéléré les choses, contrairement à ce qui se faisait. Il y a eu une commission, il y a des audits qui ont été réalisés, même si certains ont reproché à l'audit que c'était pas contradictoire, en tout cas, des audits ont été réalisés, ça a déjà sorti un certain nombre d'éléments, ce qui a favorisé la mise en œuvre de la procédure au niveau du juge d'instruction. Même si le juge d'instruction n'est pas tenu par l'audit lui a certainement permis de comprendre plus ou moins le dossier, d'aller plus vite. Donc, c'est déjà une bonne chose de faire des audits préalables et puis d'engager les procédures. Maintenant, c'est au juge d'instruction qui est chargé de l'information d'aller au bout de l'information pour que nous puissions déjà comprendre ce qui s'est passé et que le Bénin puisse rentrer dans ses fonds et que les sanctions pénales puissent sortir si les personnes sont impliquées ou sont accusées. Nouroudine Sakasalé, certains crient quand même à la justice sélective, puisque bien le dossier s'arrête l'investigation, ce dont parlait donc Prince Agodian, l'audit s'arrête seulement à mars 2012. On craint de remonter loin, alors d'aller rattraper Bénin Contrôle et autres. Alors, je me demande si les périodes auditées ne répondent pas aussi à un critère de prescription en matière de délit. C'est-à-dire que les délits, il y a une certaine durée. Il y a une certaine durée. Quand ça va au-delà d'un certain nombre d'années, on considère qu'il y a prescription dans certains actes, quand il n'y a pas eu de poursuite. Et si déjà,
de la période de 2012 à maintenant, il y a eu un audit qui a révélé le fait générateur de cette procédure aujourd'hui, c'est l'audit. Personne n'aurait porté plainte entre griffes de manière à ce que cette histoire soit révélée au grand jour. Ce sont les audits, et il faut déjà s'en féliciter, ce sont les audits qui ont permis en fait d'aller dans un certain sens donné. On ne savait pas qu'il y avait une redistribution opaque ou officieuse de certains deniers collectés auprès des usagers de cette structure en question, qui amenait à ce que des sociétés qui ne sont même pas fournisseuses d'une certaine prestation puissent être bénéficiaires de ces deniers publics-là. Donc je pense que peut-être, je parle sous le contrôle de mon ami Serge Prince, peut-être que la question de 2012 à maintenant répond à un impératif de ne pas sortir ou de rester circonscrit dans le cadre de la prescription légale en matière de délit. Si c'est qualifié de crime économique ou si c'est un délit, la prescription est différente selon que c'est un crime ou c'est un délit. Donc pour moi, c'est une subtilité juridique qui peut être interprétée autrement. Oui, j'ai commencé par dire que même si nous saluons l'audit, le juge n'est pas tenu par l'audit. Absolument. Et si vous lisez l'article 43 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations dans le cadre du dossier qui lui a été proposé. Donc, pour moi, que l'audit garde une année n'oblige pas le juge d'instruction à rester dans cette année-là. Si l'audit n'a pas interpellé certaines personnes, le juge d'instruction n'est pas tenu non plus de rester dans les personnes qui lui restent dans ce cadre. Il est chargé de procéder aux informations. Mais dans le cadre juste du là, dossier. on constate que le juge n'a pas bougé plus loin que ne l'a indiqué l'audit. Oui, heureusement que nous ne pouvons pas opiner sur la question parce que le même code de procédure dit que l'enquête est secrète. Et donc, nous ne pouvons que donner des hypothèses. C'est une instruction qui est lancée. Pour l'instant, il a interpellé certaines personnes. Et certaines personnes ont été mises sous mandat de dépôt. Certains ont fait des consignations. Ils sont sous contrôle judiciaire. Mais attendons la suite. C'est pour ça que je fais un lien pour dire que ce qui me gênerait dans la procédure, c'est parce que certains peuvent évoquer la question d'immunité pour ne pas passer devant le juge. Et ce serait dommage. Parce que ici, le juge a la liberté de faire la procédure, de dépasser les délais, de dépasser les années et de soumettre l'information au tribunal, c'est-à-dire si c'est un crime, aux assises. Et je crois que beaucoup plus, nous sommes dans les crimes économiques, puisque le montant, c'est déjà 13 milliards. Et dès lors que nous parlons du 13 milliards en se basant sur la loi contre la corruption, c'est d'office un crime. Et à ce niveau-là, même pour aller dans le sens de mon ami Noureddine, la loi dit que les crimes sont imprescriptibles. Oui. Donc, dans ce cas-là, on peut aller chercher partout. L'essentiel, c'est que on puisse constater qu'au Bénin, il y a eu une malversation, il y a eu des soutillations et des gens ont été interpellés, ils ont payé, ils ont été punis par rapport à cela. Alors, une dernière question très rapidement. Cette semaine, Martin Ansogba, à la tête de son ALCRE, a pris la tête d'une initiative pour obliger le gouvernement à rendre public les résultats des audits. Certains estiment qu'il serait imprudent et contre-productif de publier ces fameux résultats maintenant. Vous, qu'en pensez-vous? Noureddine Sakassali. Publier les résultats des audits, pour moi, ce serait déjà une certaine condamnation. Parce que les audits ne se limitent que de manière factuelle à établir un constat, à établir certaines choses. Maintenant, ce n'est que au stade judiciaire que pour moi, les responsabilités peuvent être situées. On peut constater qu'il y a un directeur général qui a signé un contrat donné. On peut lui reprocher une légèreté dans la signature du contrat. Mais sa responsabilité pénale, dans le sens où il aurait participé de manière volontaire, de manière délictuelle ou de manière à constituer une infraction, n'est peut-être pas établie au stade de l'audit. Est-ce que ça ne participe pas du droit du public à savoir ces choses-là? Oui. Dans le sens où on peut dire aujourd'hui, comme ça a été le cas par rapport à la question dont nous sommes en train de parler actuellement, l'information de l'opinion publique est nécessaire. Mais en même temps, lister des noms,
révéler certaines choses peut amener déjà à se faire son opinion sur la culpabilité ou non contre le de droit ces de ces personnes. personnes. Voilà. Ouais, Donc la présomption d'innocence, à mon sens, gagnerait beaucoup à ce que les audits. La publication que nous attendons, c'est le côté sensationnel de cette publication-là. Ce n'est pas le côté factuel et judiciaire en lui-même. C'est plutôt qu'on veut savoir qui a fait quoi, qui a volé quoi, qui a pris ci et ça autre. Partout il y a la transparence, moi je suis preneur. Hein? Et je ne dis pas qu'il faut mettre dans la presse les audits et commencer à les diffuser, surtout que le juge n'est pas lié à cela. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Mais le gouvernement peut toujours continuer à faire comme il fait. Vous savez, les dossiers d'audit passent en Conseil des ministres. Le gouvernement se prononce là-dessus. J'espère que lorsque le gouvernement se prononce là-dessus, on rendra compte que il y a eu un problème à tel endroit, à tel souci et à tel niveau, et qu'on a dégagé des responsabilités. Parce que l'avantage d'en parler, ça permet de dégager les sanctions administratives pour les agents de l'État. Parce que le juge ne prend pas les sanctions administratives. C'est le juge, il va dans le jugement du dossier. Donc les sanctions administratives, le gouvernement doit pouvoir les prendre. Et pour que le gouvernement soit tenu de les prendre, il serait un peu intéressant qu'on fasse un point, je ne dis pas de publier le rapport, qu'on fasse un point sur les audits qui sont déjà réalisés pour permettre aux citoyens de se situer à ce qui se fait au niveau des structures qui sont impliquées dans telle ou telle affaire. C'est votre avis, Serge Prince Agodian, juriste, tout comme Nouroudine Saka Saleh. C'était un régal de vous avoir eu sur cette émission. Merci à chacun, merci à tous. C'en est fini donc pour ce numéro. Mohamed Liamidi a assuré la mise en onde. On se retrouve dimanche prochain.